Bonjour à tous, je suis Solange Jaume, senior manager chez Columbus Consulting, qui est un cabinet de conseil en management qui accompagne notamment la transformation dans le secteur bancaire. Et j'ai le plaisir d'animer cette table ronde sur l'expérience client à l'ère de la data, banque et fintech en quête d'hyper-personnalisation. Alors, avant toute chose, ce que je propose, c'est que chaque intervenant se présente et présente l'activité de son entreprise. On va commencer par la droite. Bonjour à tous, je suis Paul Marcombe, je travaille chez Nickel. Nickel, on est une fintech. On permet d'ouvrir des comptes courants chez les buralistes. On a 10 000 points de vente partenaires en Europe. On a ouvert près de 4 millions de comptes. On est en France, en Espagne, en Belgique, au Portugal et en Allemagne. Voilà. Notre but, c'est de fournir une offre simple pour payer et être payé. Et moi, je suis responsable de l'analyse de données. Je suis en charge de générer de la valeur grâce à la donnée dans la boîte, qui fait 800-900 employés. Bonjour, donc je suis Stéphane Nouy, cofondateur de Monetor. Monetor, on s'adresse plutôt aux banques et aux fintech financières. On leur permet d'analyser les transactions bancaires des clients de croiser ça avec de la science comportementale et de pouvoir générer des alertes, des recommandations contextuelles et plus généralement des cas d'usage hyper personnalisés. L'enjeu pour les banques, c'est de booster l'engagement digital, que les clients se connectent, reviennent, se fidélisent. Et ça fonctionne bien, on est en production avec plus de 40 banques au travers le monde. En Asie, on est assez fortement présent. C'est assez précurseur pour tous ces sujets d'expérience digitale, d'hyper-personnalisation, mais aussi au Moyen-Orient et aussi en Europe. Bonjour, donc moi je suis Vincent Boclet, je suis CRO chez Namer. Donc Namer, nous on est une green tech qui produit de la donnée à l'adresse sur les bâtiments résidentiels d'un territoire. Et ces données, on les construit à travers des algorithmes d'IA. Il y a deux manières de distribuer ces données. Un, ça va être directement dans les outils de nos clients à travers une API. Le deuxième, on développe aussi des outils de simulation en B2B2C et en marque blanche autour de trois grands sujets qui sont la rénovation énergétique, l'énergie solaire et l'atténuation au risque climatique. Bonjour à tous, je suis Pierre Le Commandeur. Je travaille dans le groupe Société Générale et plus particulièrement chez Société Générale France. Je suis directeur RSE et je m'occupe particulièrement du marché de l'entreprise, de nos clients entreprises et de nos clients professionnels. Donc je travaille avec les directions marketing de ces marchés pour proposer des solutions pour accompagner nos clients dans leur transition environnementale. Merci. Et bonjour, donc Brice Barouche, donc moi je suis country manager chez Provenir. Et Provenir, c'est une société qui existe depuis une vingtaine d'années, un peu moins en France. Et concrètement, on a développé une plateforme nouvelle génération qui est dédiée aux services de risque ou de lutte contre la fraude et qui permet de mettre en place des stratégies d'acceptation de crédit, par exemple, le tout en mode low-code avec une intelligence artificielle puisque c'est assez tendance en ce moment, mais c'est très efficace. Et le gros avantage, c'est aussi qu'on a une connexion API avec plus de 130 partenaires et providers de data. Donc, ce qui rend l'hyper-personnalisation, puisque c'est le sujet, plutôt aisé. Mais on en reparlera. C'est bon, donc merci pour ces présentations. On comprend que l'expérience client soit au cœur de vos réflexions. Donc la personnalisation de l'expérience client, c'est pas nouveau. Ça peut servir plusieurs objectifs, la satisfaction client, améliorer la performance opérationnelle, la performance commerciale. Et donc ça me mène à cette première question qui est en quoi consiste cette quête d'hyper-personnalisation et dans quel but, pour quel objectif vous la menez. Ce que je propose, c'est qu'on démarre par Pierre. Oui, merci. Donc, comme je le disais précédemment, dans notre direction, on propose à nos clients, enfin on construit des solutions pour nos clients, donc pour leur transition. Ce sujet, il est très compliqué. Donc nos solutions, elles sont assez larges justement. On a évidemment un ensemble de financements, particulièrement pour tout ce qui est ces sujets de transition, mais on a également de nombreux partenariats. On a une gamme très large de partenariats et dans la réunion précédente, j'ai vu que certains d'entre eux étaient cités.
Mais étant donné que ce sont des sujets extrêmement récents, hein, nos PME ne sont pas forcément préparés, ils ont d'autres sujets à traiter. Et de ce fait, amener à nos clients, et c'est ce qu'on a fait ensemble, des solutions hyper personnalisées, complètement adaptées à leur environnement, on développera ça tout à l'heure, ça permet de faciliter énormément l'acceptation des sujets et puis la mise en œuvre ensuite de ces sujets. Donc c'est en ce sens-là que l'hyper-personnalisation décomplexifie un peu notre sujet. Paul, chez Nickel, est-ce que ce sont les mêmes objectifs? C'est un petit peu différent parce que on va le voir là, la personnalisation, elle peut se faire au niveau des produits et des offres. Là, pour chaque client, on veut personnaliser un produit qui est dédié et une offre qui est dédiée à lui. Chez nous, chez Nickel, on a une seule offre, on a un seul produit, c'est un compte courant pour payer et être payé tout en simplicité. Nous, la personnalisation ne va pas être au même niveau. La personnalisation, elle va se faire au niveau du parcours pour faire en sorte qu'il y ait le moins de friction possible pour le client, que ce soit le plus simple possible et qu'il apprécie utiliser son compte au quotidien. Donc les gains, c'est une expérience extraordinaire pour le client pour qu'il apprécie le compte et l'app mobile. Et Stéphane, pour vos clients? Nous, on est un peu dans le même domaine bancaire, hein, donc un domaine hyper concurrentiel avec des nouveaux acteurs, avec des clients de moins en moins fidèles à leur banque traditionnelle, voire pas du tout fidèles à la banque, des populations plus jeunes. Et donc les banques qu'on accompagne ont vraiment besoin de recréer ce lien client. De créer de l'engagement, de faire que le client se connecte, ait envie de se connecter, pour pouvoir ultimement lui proposer les bons produits au bon moment. En analysant les données, on arrive comme ça à rendre le contenu proposé au client vraiment personnel et de proposer des solutions, des alertes, des messages, des nudges. Les nudges, en fait, c'est la théorie des nudges, c'est les petits coups d'épaule pour remettre dans le droit chemin. Donc créer ainsi un mix un peu vertueux, hein, parce qu'il faut que ce soit utile au client, mais que ça lui donne envie de revenir. Et puis, ultimement, la banque souhaite proposer le bon produit, mais au bon moment. On va un cran plus loin que l'hyper-personnalisation. On a introduit depuis plus d'1 an déjà de la gamification. Et donc, ce croisement d'hyper-personnalisation et de gamification, ça permet de booster encore plus l'engagement digital. C'est quelque chose qu'on voit se développer beaucoup sur d'autres marchés. En Asie, c'est une vague qui arrive et qu'on pense qu'il va arriver aussi en Europe. Donc, améliorer encore plus l'expérience client dans les canaux digitaux des banques avec ce mix hyper-personnalisation et gamification. Et Brice, pour les clients de Provenir? Alors, nous, on a une vision assez large parce que nos clients vont de très grandes banques aux petites fintech. Et je dirais qu'en fait, l'hyper-personnalisation, on ne la fait pas pour le plaisir. C'est vraiment le premier objectif en général et plutôt pour améliorer la satisfaction. On est dans un marché compétitif. Les banques historiques voient arriver les fintech depuis quelques années. Qui grignotent un peu de part de marché. Tout le monde essaye d'être justement de délivrer le service le plus efficace possible. Et dans ce cadre-là, l'hyper-personnalisation peut être une réponse à condition de bien la faire. Parce qu'on voit aussi des cas d'usage où peut-être même vous l'avez vécu, où en fait la banque en question, en tout cas le service financier en question, va s'adresser à son client pensant qu'il a tel profil ou tel type de besoin. Il suffit de tomber à côté et du coup le projet d'hyper-personnalisation devient contre-productif et va même être quelque part l'épine dans le pied de la satisfaction client. Donc oui, pour l'hyper-personnalisation parce que c'est un intérêt pour le client. Donc l'objectif derrière, c'est d'augmenter les parts de marché, satisfaction, rentabilité, etc. Mais à condition d'avoir vraiment les moyens techniques, humains, organisationnels pour que ce soit réellement efficace. Et enfin, Vincent? Merci. Du coup, nous, on va utiliser plutôt, en fait, ça va se manifester à travers les algorithmes de machine learning qu'on a développés ou de computer vision. Ça va nous permettre en fait de mieux comprendre le bâtiment du client, mais aussi son environnement, son profil. Et en fait, ça va aider à faciliter, à simplifier des sujets comme la rénovation, tout ce qui est solaire et tout ce qui est atténuation du risque climatique.
Et une fois qu'on a donné toutes ces informations-là à nos clients, qui sont des banques et des assurances principalement, ça va leur permettre de développer des offres hyper personnalisées autour du financement en fait, de ces projets, mais aussi autour de tout ce qui est de la prévention. Aujourd'hui, nous, on va avoir des données, par exemple, sur retrait et gonflement d'argile, donc c'est les fissures que vous avez dans des maisons. Nous, on va être capable d'aller dire sur cette maison, aller leur dire qu'en fait, l'arbre qui est à moins de 2 mètres, il est trop proche. Et ça, en fait, ça va avoir des impacts. Ça va contribuer en fait à accélérer ce retrait gonflement d'argile. Et donc, nous, on vient amener des solutions qui vont expliquer aux personnes, parce que c'est des données que personne ne connaît. En vrai, c'est des sujets qui sont assez complexes. On vient leur dire, bah, attention, enlevez cet arbre-là ou rattachez votre gouttière au réseau d'eau usée, etc. Et donc là, ça va améliorer cette information et on va apporter une réponse qui est hyper personnalisée et qui va vraiment répondre aux besoins du client. On comprend donc cette quête d'hyper-personnalisation pour adapter les offres et l'accompagnement en fonction des besoins spécifiques des clients. Ça amène la deuxième question, en quoi la data rend cette quête d'hyper-personnalisation possible? Et est-ce que vous pourriez partager des cas d'usage concrets que vous avez déployés pour illustrer, notamment en commençant, Pierre et Vincent, par l'offre Pack Solaire? Oui. En fait, c'est intéressant ce que tu disais. Parce que nous, notre dispositif, en fait, on a essayé de prendre le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que, tu vas le développer dans quelques instants, beaucoup de technologie, beaucoup de data, et à la fois un accompagnement humain. Et donc, c'est ce qu'on a fait un peu dans le Pack Solaire. Donc, on a lancé ça il y a... Voilà. Faut pas que je touche ça. Merci. Donc, je disais qu'on a lancé ce Pack Solaire il y a 1 an. Donc hélas, parce que ça correspond avec l'envolée du coût de l'électricité, on avait un market timing parfait. Et donc cette solution, poussée par un dispositif également de collaborateurs et de spécialistes, des directeurs RSE en région, quelque chose qui a marché énormément parce qu'il y avait ce contexte. Et puis aussi, justement, parce qu'il y avait une hyper personnalisation. Je te laisserai développer techniquement le sujet, mais c'est ça en fait qui a marché parce qu'on s'adressait extrêmement personnellement aux chefs d'entreprise et à la structure de leur entreprise. Ça, donc, je pense, ça nécessite évidemment énormément de data, tu développeras. Et puis ensuite, ça apporte aussi, comment dirais-je, un impact immédiat dans la solution. On est sur le sujet du client et ensuite on a notre parcours qui va de bout en bout et justement qui s'enrichit de nos sujets de financement qui permettent ensuite de financer ces installations. Et je pense que ça donne pour, tu le disais, des banques anciennes, un côté traditionnel, c'est plus sympa, merci, des banques traditionnelles, un côté tech qui donne un petit effet waouh, si je peux me permettre le mot. Voilà, je te passe la parole, Vincent, pour la suite. Merci beaucoup. Donc nous, ce qu'on a fait sur ce produit-là, c'est qu'on a développé un produit. À partir de l'adresse, on va être capable, donc sans se déplacer, de donner 2 grandes informations. Le premier, c'est la faisabilité d'un projet solaire sur ce bâtiment. 2, c'est le potentiel solaire de ce bâtiment. Comment on fait ça? On a développé, comme je disais, des algorithmes de machine learning ou de computer vision qui vont nous permettre d'aller récupérer de la donnée sur le bâtiment. Exemple, la surface du bien, les matériaux du toit, les types de toit, l'orientation. Est-ce qu'il y a déjà des objets de toit dessus? Les distances aussi, distance à l'aéroport, distance à une zone de monument historique ou distance au transformateur HTPT. Ça vous donne la première information de la faisabilité du projet. Par exemple, il y a des partenaires avec qui la Société Générale travaille, ils ne voulaient pas travailler sur du bac acier. Et donc ces lignes-là, on va les sortir et on va les donner à d'autres partenaires. Une fois qu'on a fait ce travail-là, on vient donner de l'information sur le potentiel solaire. Donc quel est le potentiel solaire? Et on va aller assez loin, parce qu'on va connaître la surface activable du bien. C'est-à-dire que si vous avez des objets de toit, vous ne pouvez pas mettre autant de panneaux solaires que vous voulez. Vous allez devoir mettre un panneau solaire et derrière, en fait, vous devez laisser 90 cm autour de l'objet pour qu'on puisse intervenir dessus, avoir une maintenance. Et à la fin, ça permet en fait au conseiller d'avoir une posture un peu d'expert. Il a quelques questions à poser à son client et à la fin, il est capable de lui donner un potentiel solaire.
En plus, ça va permettre d'apporter des leads qui sont hyper qualifiés aux partenaires de la Société Générale. Et le retour aujourd'hui qu'on a, c'est que les leads, quand ils vont sur place, ça ne correspond pas à 100% puisqu'on reste sur de l'IA, du machine learning. Donc on peut faire des erreurs, mais à 80, 70, 80%, c'est des leads qui sont très qualifiés et qui correspondent aux besoins des partenaires de la Société Générale. Merci. Paul, chez Nickel. Merci. Chez Nickel, du coup, c'est la personnalisation des parcours en temps réel. Et pour ça, on a effectivement besoin d'avoir de la data accessible en temps réel et de la possibilité d'appliquer des algorithmes en temps réel. Et ce qui est même encore plus important, c'est que ces algorithmes puissent être configurables par tout le monde dans la société ou par le plus grand nombre de personnes dans la société. Quand je fais un paiement, si jamais on a de la suspicion de fraude, on a envie de le bloquer, mais on a envie d'avoir des algos qui vont tourner en temps réel pour bloquer le moins de paiements possible, pour mettre le moins de friction possible, mais pour le bloquer s'il y a une suspicion. Au moment où le paiement il va être fait, si le paiement il est rejeté, on a envie d'expliquer pourquoi il a été rejeté au client. Si le client il a son paiement rejeté et qu'il ne sait pas pourquoi, qu'il n'a pas une notification en temps réel qui lui explique pourquoi, ça va générer de la frustration, de la friction. Au moment où son paiement va être accepté, si son solde il est faible, on a envie de lui dire en temps réel, attention, ton solde est faible, peut-être que le prochain paiement sera rejeté. Comme ça, il sait en avance que son prochain paiement pourra être rejeté, il aura moins de frustration à ce moment-là. Une fois que ce paiement il a été accepté, si c'est un paiement qui a été fait pour acheter un billet d'avion avec un certain tarif, bah, tout de suite on a envie de lui pousser notre offre premium avec des frais réduits à l'étranger et des bonnes assurances. Et donc, ce qui est intéressant là, et puis si jamais on fait un paiement élevé, on a envie de lui pousser notre offre de crédit conso pour pouvoir lisser son paiement. Et ce qu'on voit là, ce qui est intéressant, c'est que sur un unique parcours, sur le paiement, juste je paye, on a plein de configurations de choses qui vont se passer. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que ça va être configuré par toutes les équipes chez Nickel. On a la fraude ici présent qui va configurer les algos fraude. On a l'équipe qui travaille sur l'offre coup de pouce, l'offre crédit conso qui veut pousser son crédit conso. On a l'équipe qui travaille sur les offres cartes qui va vouloir pousser son offre premium. Ce qui est intéressant, c'est de voir de la data accessible en temps réel, avec des algos qu'on peut appliquer en temps réel, mais qu'elle soit configurable par le plus grand nombre dans la société. Merci. Du coup, Stéphane, chez Monitor. Ouais, donc la transition est assez facile parce qu'en fait, on fait ce que tu décris aussi. Donc, la donnée existe dans la banque. Les transactions, c'est possible de les analyser, de bien comprendre très finement le comportement de dépenses, le comportement d'épargne aussi du client. Donc toutes ces recommandations, ces alertes, ça va effectivement lui permettre d'aider le client à épargner automatiquement, faire attention à des risques de découvert, lui proposer les bons produits. Alors, pour donner des cas d'usage un peu différents de ce que Paul, tu mentionnais, et si on regarde un peu, si on commence à introduire de la gamification, ce qu'on déploie beaucoup en ce moment, c'est des notions, par exemple, de récompenser le client, avec non pas des points, on sait aussi faire ça, non pas du cashback, on sait aussi faire ça, mais par exemple des notions de badge. Juste pas forcément lié à un gain, hein, mais juste des badges que le client va accumuler quand il va réussir des mini-challenges qu'on va gérer. Donc les mini-challenges, ça va par exemple récompenser le client si il épargne régulièrement, s'il parraine plusieurs amis, s'il utilise sa carte, s'il paye ses factures en utilisant le compte de la banque. Donc en gros, récompenser le client qui va utiliser la banque en banque principale. Et la notion de badge permet de gamifier l'expérience client et donc on a des taux d'utilisation de ces fonctionnalités gamifiées assez importantes grâce à ces expériences utilisateurs. Un autre exemple, un peu plus extrême, je dirais, on a Standard Chartered qui fait avec nous des mini-jeux tous les mois ou tous les 2 mois. Donc récemment, ils ont déployé un mini-jeu. Donc suivant notre comportement de dépense, on peut activer des droits à jouer. Et ces mini-jeux, un récent qui peut paraître bête comme ça, mais qui crée vraiment une expérience un peu plus addictive où le client se connecte, c'est du bout du doigt dans l'app mobile, on peut cliquer, on peut jouer à une espèce de pêche à la ligne. Donc on tourne avec le doigt, on déploie le fil de la canne à pêche et on découvre qu'on a gagné 1 €, 50 centimes. Donc vous voyez, c'est pas forcément le gain ici qui est important, c'est vraiment la gamification, le fait de revenir pour voir tiens qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Sachant que c'est quand même lié au comportement de dépenses, aux données bancaires, aux transactions, parce que c'est activé par ce comportement d'épargne ou de dépenses. Donc voilà 2 exemples un peu plus ludiques en fait, de couplage, de personnalisation avec la gamification. Et enfin, Brice, chez Provenir.
Ouais, c'est des cas d'usage intéressants en tout cas. Ce qu'on voit d'une manière générale, je me souviens avoir vu une étude qui disait que 90% des clients favoriseraient une banque qui est capable d'hyper personnaliser ses approches. Donc en disant on a tout dit, mais derrière, il faut que cette hyper-personnalisation ait du sens, puisse représenter quelque chose pour le client final. Mais quand c'est bien fait, nous on a vu des cas, alors je vais prendre un cas dans une banque, une grande banque européenne, où la mise en place de ces systèmes d'hyper-personnalisation a généré plus de 35% d'utilisation de son application bancaire. Sans aller jusqu'à cette partie gamification, mais au moins sur le parcours client. Paul, tu parlais de friction et c'est tout à fait ça, c'est-à-dire être capable, grâce à cette approche, de réduire la friction parce on connaît bien son client, on sait vers où il veut aller, ce dont il a besoin, etc. Et donc ça génère une utilisation de l'application beaucoup plus forte. Derrière, il y a eu plus 22% de satisfaction client en termes de service client. Donc ça aussi, la satisfaction, ça a réduit le churn de 10 ou 12%, je crois. Donc derrière, c'est des résultats en cascade en fait. Donc ça peut être un budget en fait de développer des parcours hyper personnalisés, mais derrière, on s'y retrouve très largement. En tout cas, c'est vraiment le but, au-delà de tout ce qui est gain de part de marché, etc. Parce que c'est quand même l'objectif au final. Et si je dois comparer avec un autre cas d'usage qui est plutôt finalement une néobanque, banque digitale, qui elle a mis ça en place également. Elle était aux alentours, oui, de 10-12% d'engagement supplémentaire sur l'ensemble des offres qui étaient proposées, donc ce qui est déjà un bon résultat. Et il y a eu un impact aussi côté marketing, puisque là on est plus sur l'aspect finance-crédit. Le fait d'hyper-personnaliser les produits les bons produits vers les bonnes cibles a permis de réduire de manière significative l'ensemble des frais marketing. Donc il y a aussi des gains dans d'autres services. Donc l'impact peut être vraiment très large au sein d'une organisation financière. Merci. Donc effectivement, on voit qu'on a plein de cas d'usage différents qui s'appliquent à des typologies de clients différents, des parcours différents. On a commencé déjà un peu à parler des résultats. Donc la prochaine question, ça va être comment vous mesurez la performance de vos initiatives et quels sont les premiers résultats que vous observez. On peut recommencer par le pack solaire. Oui, merci. En fait, très simple, hein, ce lancement a été le meilleur lancement qui a amené le plus grand nombre de leads très rapidement. Donc on s'est rendu compte qu'on avait une adoption de nos collaborateurs très forte par l'aspect un peu tech, une réaction immédiate de nos clients. Et puis tout ça aussi, c'est énormément de gains de temps pour arriver à la solution finale, hein, puisque bien sûr, ensuite, ces informations allaient avec nos partenaires installateurs. Donc, de notre point de vue, on pense que ça renforce l'expertise de la banque. Et puis également, in fine, le client est satisfait, on gagne énormément de temps. Donc, je pense que ça, c'est vraiment les réussites immédiates de cette hyper-personnalisation. Voilà, le client gagne du temps, il est pris en charge et ça va beaucoup plus vite et tout le monde est content. Et Paul chez Nickel. Mais il y a de la valeur qui est difficile à mesurer, mais qui apporte énormément. Je me souviendrai il y a 4 ans, notre DRH qui rentre dans les bureaux, il dit j'ai pas réussi à payer avec ma carte Nickel. Est-ce qu'il n'y a pas un problème avec Nickel? Angoisse. En fait, c'est juste qu'il avait payé avec 200 contacts, 200 contacts, 200 contacts. Au bout d'un moment, je ne sais pas si vous savez, il y a un plafond. On est obligé de réinsérer sa carte. Il n'avait pas su, il n'avait pas eu de notification qui lui avait dit en fait, tu n'as pas pu payer, juste parce qu'il fallait que tu réinsères la carte. Au bout d'un moment, il y a un certain plafond. Et donc, du coup, ça, c'est difficile à mesurer, mais c'est énorme. C'est énorme l'expérience utilisateur. Est-ce que ça change pour le client? On peut quand même mesurer des choses. On voit qu'on a divisé par 2 le nombre d'appels par client au service client en 3 ans. Et donc, le fait d'avoir des parcours plus fluides et moins de friction fait que le client comprend mieux ce qui se passe. Il n'a pas besoin d'appeler. On veut toujours avoir un service client irréprochable
pour pouvoir répondre à tous ceux qui préfèrent ce canal-là, mais on veut aussi que les gens qui n'ont pas envie de nous appeler aient pas besoin de nous appeler. Donc, en termes, effectivement, il y a aussi les aspects plus financiers quand on pousse une offre. J'avais parlé d'envoyer une notification lorsqu'il y a un paiement élevé pour pousser notre crédit conso. En fait, ce qu'on constate, c'est que ce qui marche même encore mieux que de pousser des notifications, que de pousser des emails, c'est de mettre un contenu personnalisé dans l'application. Donc on a aussi, au moment où je me connecte, un certain encart dans l'application avec un contenu qui va être personnalisé pour le client en fonction de son comportement, qui peut être calculé en temps réel. Et là, on va pousser des offres. Et ce qu'on voit, c'est que quand on pousse l'offre à cet endroit-là, au moment où le client il ouvre son compte, ça va être 2 ou 3 fois plus efficace qu'un email. Ouais, j'ai quelques métriques que je peux partager, que nous aurons monté les banques qui travaillent avec nous sur différents aspects. Globalement, on a un taux de clic de 30 à 50% sur les messages personnalisés qu'on montre dans l'app, ce qui est énorme par rapport à des contenus marketing non ciblés. C'est vraiment au-dessus. Autre exemple, sur l'encouragement à l'épargne, qui est un gros sujet, aider surtout les clients jeunes à commencer à épargner régulièrement. Donc on a beaucoup de nudges, d'alertes, de recommandations qui encouragent le client, qui lui calculent ses capacités d'épargne, etc. Les banques qui s'y mettent sérieusement avec toute cette panoplie de personnalisation nous remontent qu'elles ont doublé l'épargne sur ces clients-là. Donc encore une fois, un chiffre assez intéressant. Plus anecdotique peut-être, mais l'exemple des badges et des challenges dont je parlais tout à l'heure, il y a un client sur 4 qui les active, ce qui est encore un taux assez énorme. Et pour nommer, c'est une donnée qu'on peut partager, Standard Chartered avec les différentes expériences d'hyperpersonnalisation, de gamification aussi, ils ont augmenté le pourcentage de clients actifs de 42% à 67%. Donc plus 25%, sachant que c'est assez documenté aujourd'hui, un client connecté et un meilleur client, un client plus content et un meilleur client. Donc on arrive à des métriques assez fortes et effectivement, vous en avez parlé tous les deux, il y a même des réductions de coûts, moins d'appels au call center qui peuvent être obtenus en vraiment ciblant et en prévenant le client, en l'informant. Et de manière peut-être plus anecdotique, on a même eu, on en est content, on en rigole un peu, mais on a eu des comportements un peu virales sur les réseaux, alors viral dans notre domaine, mais Trust, c'est une banque digitale qui a démarré à Singapour et elle fait du parrainage assez avancé via notre solution. Et donc à chaque parrainage, le parrain, il recevait un cashback, mais aussi une chance de jouer à un tirage au sort, à une loterie de fin du mois, avec possibilité de gagner une Tesla. Et on a vu ça, ça a fait le buzz, ça a fait le buzz chez nous, chez nos équipes, ça a fait le buzz chez un peu tout le monde. Donc on arrive vraiment à susciter cet engagement digital assez facilement quand on mixe comme ça l'hyperpersonnalisation avec des techniques de gamification. Enfin, Brice. Alors bon, moi j'ai déjà donné quelques chiffres, mais ce qu'il faut, à mon avis, retenir pour que cette hyper-personnalisation soit un succès au final, en tout cas dans les use cases que nous voyons, c'est la capacité de réagir rapidement, d'utiliser la bonne data au bon moment. Je me souviens d'un de mes clients qui me disait que justement on était dans sur un marché de la donnée qui devenait de plus en plus mature. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas, pour faire cette hyper-personnalisation, n'est pas forcément d'aller chercher toujours plus de data. Je pense que, d'ailleurs, vous l'avez dit, il y a déjà pas mal de data en interne, notamment sur le comportement de chacun des clients. Il y a beaucoup de données externes, bien évidemment, beaucoup de prestataires. L'idée est peut-être plus de mieux utiliser cette donnée-là, d'optimiser les coûts s'il y est, parce que c'est tout à fait possible. La data est de plus en plus vérifiable, justifiée et plus en plus fiable. Donc voilà, peut-être l'utiliser un peu mieux. Et c'est vraiment des éléments qui sont des critères de succès pour la mise en place des projets d'hyperpersonnalisation. C'est en tout cas ce qu'on voit d'une manière générale. On voit du coup qu'il y a des résultats probants de ces différentes initiatives, mais j'imagine que ce n'est pas forcément toujours simple et qu'il y a peut-être des obstacles dans la mise en place de projets d'hyperpersonnalisation.
Quelles sont aujourd'hui les limites que vous observez sur les projets que vous pouvez lancer? Démarrer par Paul. Ouais, surtout sur des limites sur des projets qu'on ne veut pas lancer, parce qu'il ne faut pas aller trop loin sur la personnalisation. Il ne faut pas faire plus que ce que le client peut accepter ou s'attend de nous qu'on fasse en termes de personnalisation. On a vu une fintech anglaise qui a voulu faire un truc qui était très malin, nous d'ailleurs on avait eu cette idée-là. Je ne sais pas si vous avez les rétrospectives Spotify à la fin de l'année, ils vous expliquent tout ce que vous avez écouté dans l'année, les meilleurs trucs, c'est vachement bien fait, c'est vachement ludique. Et c'est une fintech anglaise qui a voulu faire la même chose. Tout ce que vous avez consommé, tout ce que vous avez payé, toutes les enseignes que vous avez payées cette année. Le problème, c'est qu'ils sont un peu loin, ils ont dit vous êtes dans le top 10% des acheteurs McDo. Et ça a fait un buzz, mais plutôt un bad buzz, parce que les clients ne s'attendent pas à ce qu'on regarde vraiment ce qu'ils consomment et qu'on leur pousse des recommandations. Donc il y a des choses à ne pas faire, donc ça c'est dans la limite dans la personnalisation, je pense. Et une deuxième limite, c'est que parfois on pourrait faire des choses assez avancées. Je parlais d'afficher un certain contenu dans l'application mobile, et on pourrait faire du machine learning. On pourrait, je ne sais pas si vous voyez, dans les médias, chaque image d'article, en fait, il y en a plusieurs versions, et automatiquement, c'est la version de l'image sur laquelle les gens cliquent le plus qui va s'afficher. Et c'est la meilleure sur chaque journal, c'est comme ça que ça marche. C'est la meilleure image qui s'affiche. On pourrait faire pareil dans la personnalisation de contenu dans notre app. Si on pousse l'offre coup de pouce de crédit, on pourrait avoir plein de visuels, plein de contenus différents, et automatiquement, c'est le meilleur contenu qui apparaît sur lequel les gens cliquent le plus. Ben ça, on ne le fait pas encore, et on ne demande pas de le faire, les métiers ne demandent pas de le faire. En fait, une des limites, c'est que on a beau avoir un outil capable de faire des choses, il faut éduquer les utilisateurs internes et les faire monter en autonomie et en compétence pour qu'ils puissent prendre tout le potentiel de ce qu'on peut faire. Stéphane, pour compléter. En fait, ouais, ça rejoint un peu ce que tu dis. Nous, on voit effectivement une frilosité des banques à déployer ces nouveaux cas d'usage. Mais on le voit plus en Europe qu'ailleurs dans le monde. La question ne se pose plus quand on travaille en Asie, ça ne se pose plus du tout. Tu as parlé de chiffres tout à l'heure. Moi, j'ai aussi une étude Bain de 2023 qui dit que 70%, toi tu parlais de 90%, mais là c'était plutôt 70% des clients qui souhaitent que leur banque utilise leurs données pour leur proposer des parcours clients personnalisés. Donc les clients sont prêts. Après, il y a des écueils, bien sûr, hein, il faut le faire bien. Nous, on croise ça avec de la science comportementale, histoire que le ton de la voix, le message passe bien. Que ce soit sur des messages un peu ludiques pour éviter l'effet bad buzz, mais aussi quand on fait du prévisionnel, il faut que la banque soit légitime à le faire. Donc elle est légitime si ce sont des transactions bancaires et si elle peut dire on pense que tu vas être négatif parce que y a le loyer qui va arriver alors que le salaire va arriver après. Il faut pouvoir l'expliquer. Donc il y a des moyens de faire passer ces messages-là et d'avoir le bon ton de voix pour qu'il n'y ait pas de soucis. Les clients sont prêts. Donc nous, voilà, le frein, c'est une frilosité, mais donc sur l'utilisation des données, l'hyperpersonnalisation et puis même tout simplement des nouveaux cas d'usage. Les banques en Europe vont plutôt attendre qu'une autre banque l'ait fait, éventuellement, avant de se lancer. On ne voit pas ça ailleurs. En fait, c'est pour ça que je note vraiment le côté un peu plus régional, traditionnel en Europe. Brice, peut-être pour compléter. Merci pour cette étude parce que je ne pensais pas que 70% des clients puissent accepter qu'on utilise leurs données. Mais parce qu'on le voit bien, notamment avec l'open banking, qui a du mal à sortir, etc. Et l'open banking pourrait être une très très bonne source de données pour justement des approches ultra personnalisées. Mais c'est bien, ça veut dire que le marché évolue, tant mieux. Tant mieux. Mais en effet, je suis assez d'accord, trop personnalisé peut, entre guillemets, donner l'impression qu'on en sait trop sur nos clients, même si c'est le cas. Faut peut-être pas lui dire tout de suite, en tout cas. Mais oui, c'est très clairement la source. Okay. Et peut-être pour finir, Pierre ou Vincent. Nous, ce qu'on a vu, c'est qu'en effet, il y a un juste milieu à trouver, je suis tout à fait d'accord. C'est qu'à un moment, si vous êtes trop dans l'hyper-personnalisation, il y a des questions qui arrivent par la suite, c'est comment vous avez toutes ces données. Nous, on a quand même beaucoup de données sur le bien. En vrai, on est capable de vous donner à peu près tout. Et donc du coup, il faut trouver le juste milieu et le mettre. En fait, nous, ce qu'on a vu, c'est qu'on le met dans des solutions qui apportent une réponse hyper concrète
et qui aide le client ou qui améliore le conseil des banques ou des assurances, on voit qu'en fait, il est pris de la bonne manière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, savoir que quand vous achetez un bien, quel est son potentiel solaire, quel est son potentiel de rénovation. Attention, en fait, cette maison-là, elle va peut-être être assujettie à des risques climatiques comme la sécheresse ou l'inondation. La personne, elle se dit, en fait, j'ai bien fait de récupérer ces informations-là. Ça me permet d'anticiper, ça me permet de mettre des actions de prévention en place. Et donc là, c'est bien pris. Mais c'est vrai que si on va trop loin dans la personnalisation, on donne trop d'infos au client, on lui montre qu'on a déjà beaucoup d'infos sur lui, il y a toujours une crainte et une incompréhension d'où vient la donnée, comment la récupérer, pourquoi on l'utilise, comment on va l'utiliser. Et donc ça, faut faire assez attention à tous ces sujets-là. Très bien, merci. Donc, oui. Je suis surpris que personne n'ait cité la réglementation quand même comme frein. Normalement, c'est le premier qu'on cite, et notamment GDPR, voilà, on l'a dit. Merci. Donc on voit que c'est moins un frein technologique que de frilosité et d'être sûr qu'on met en place les bons cas d'usage pour pas effrayer le client et répondre vraiment à ses attentes. Mais je vais quand même parler de technologie pour clore cette table ronde. Est-ce que aujourd'hui vous voyez des éléments technologiques qui vont permettre d'aller plus loin dans la quête d'hyper-personnalisation? Stéphane, peut-être? Donc bon, j'ai déjà évoqué un peu les moteurs d'analyse des données, la science comportementale, des innovations, la gamification. C'est pas innovant la gamification en soi, c'est plutôt les techniques existent, c'est plutôt l'appliquer au domaine bancaire qui est plus innovant. L'autre innovation, tout le monde en parle, c'est la générative AI. Dont tout le monde en parle, tout le monde dit qu'il en fait. Nous, on analyse les données, donc forcément, c'est le cœur de notre métier. On l'utilise depuis longtemps et ça nous ouvre encore plus de possibilités. Par contre, l'utilisation de la Gen AI, on le voit plus dans une utilisation back-office pour l'instant. C'est-à-dire que la banque va l'utiliser dans nos outils back-office pour l'aider à construire des cas d'usage, pour lui proposer des cas d'usage connexes qui pourraient aller à certaines populations de clients, mais toujours avec ce besoin de supervision. Donc nous, on parle vraiment de Gen AI supervisé. C'est pas encore prêt. En tout cas, l'adoption n'est pas là, où les banques sont pas prêtes et les clients sans doute pas non plus, à ce que des contenus soient directement générés et proposés aux clients sans avoir ce contrôle, cette supervision de la banque. Donc niveau techno, oui, il y a les moteurs dont on a parlé, la Gen AI, mais plutôt supervisé. C'est ça qu'on voit comme arrivant assez fort et comme nous aidant à mieux analyser les données. Je suis d'accord avec toi sur tout ce que tu as dit sur le Generative AI. Est-ce qu'on est prêt? Peut-être pas encore. Je pense qu'on est le plus prêt effectivement pour faire des choses supervisées que pour faire des choses qui sont client-facing, mais si on voit plus loin, ça va finir par marcher. Donc tout à l'heure, je disais, on peut générer un contenu personnalisé qui est une rétrospective annuelle et le pousser au client. Vous êtes dans le top 10% des acheteurs McDo. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on a poussé un contenu personnalisé, mais ce n'est pas ce que le client attendait. La Generative AI peut être une fonctionnalité où le client peut demander à se donner quelque chose qu'il attend. Donc on a vu, il y a certaines fintechs qui ont sorti un produit qui permet de poser des questions à se donner. Moi, en tant que client, j'ai peut-être envie de savoir combien de fois j'ai été au McDo, combien j'ai dépensé cette année. Si c'est moi qui pose la question au Generative AI et qui me répond, en regardant mes données, et c'est acceptable pour moi. Et du coup, ça va être un contenu qui va être complètement personnalisé. C'est pas quelqu'un qui a décidé, j'ai envie de pousser les enseignes les meilleures, c'est moi qui vais me poser la question. À ce rythme-là, par exemple, avec ce que j'épargne tous les mois, dans combien de temps j'aurai suffisamment d'argent pour payer un nouveau téléphone qui vaut tant? Je pourrais poser ça à une IA. Et l'IA regarde mes données et me répond une réponse personnalisée. Donc ça, je pense que ça va venir. Je suis complètement d'accord avec toi, on n'est pas prêt. On est déjà à peine prêt pour faire des choses qui sont supervisées au niveau des banques côté back-office, donc on est encore moins prêt côté client. Mais il y a des fintechs qui commencent à y aller, donc ça va finir par arriver. Merci. Est-ce que vous voulez compléter ou... Non? Oui, enfin, on en est au même stade en fait. Nous, on a un moteur d'IA voilà, sur lequel on investit. Sur lequel on a investi énormément. On continue d'investir. Gen AI, on n'y est pas encore. Ça va prendre un peu de temps.
Je pense qu'il y aura aussi quelques barrières réglementaires à un moment donné. Enfin, on ne peut pas laisser les machines décider du financement d'un projet. Enfin, voilà, je pense qu'il y aura deux, trois barrières à lever. Je pense qu'on aura un petit peu de temps, même s'il faut en effet regarder ce qui se passe et continuer à investir, parce que oui, quoi qu'il arrive, ça arrivera. Bon, ben, on est arrivé au terme de cette table ronde, sauf si vous voyez d'autres éléments que vous vouliez partager. Ou s'il y a des questions dans la salle. Tout a été dit. Ah, une question. Je ne sais pas si l'open banking est la réponse à la question, mais le but de l'open banking, c'est rendre accessible ces données à une API et que du coup le client il puisse choisir n'importe quelle. Il pourrait choisir une autre app qui va récupérer les données de sa banque et poser des questions à cette autre app. Et c'est pas nous qui avons fourni ce service de poser des questions à ces données. Mais l'open banking est limité dans le temps. Tu ne peux pas garder la donnée plus de 3 mois, il me semble. Donc c'est compliqué de construire des modèles sur 3 mois de vie. Non, mais enfin, la façon dont ça marcherait, c'est moi je suis client, maintenant je vais poser une question à mes données. Donc je fais la connexion, ça va chercher les données de ma banque, ça récupère les données de ma banque, ça les copie dans le prompt, et là je peux poser n'importe quelle question à ces données qui sont dans le prompt. Et ça, du coup, il n'y a pas de problème. Donc oui, c'est une bonne question. Peut-être juste pour rebondir sur la question, nous on voit quand même que le parcours client doit être hyper simple. Donc on voit que par exemple quand on propose à un client de gérer ses budgets, si on ne lui donne pas une alerte, un nudge, il ne va pas le faire. Il ne va pas aller dans la page pour faire ça. Donc il ne faut pas que l'approche soit trop techno non plus, genre lui donner des données et le laisser se débrouiller à les travailler. Donc c'est ça la difficulté, c'est comment trouver des parcours clients super simples qui répondent à leurs besoins en l'aidant à répondre à ces questions-là. C'est pour ça que les approches il faut des approches simples, vraiment. Laisser le client extraire chez lui les données pour l'interroger, j'ai un doute sur combien de clients vont le faire. Merci pour la question, ça me fait quand même vachement réfléchir. En fait, est-ce que moi, Nickel, je suis prêt à fournir ce service à mes clients? Je pense pas, parce que j'ai peur que ça marche pas. Mais est-ce qu'on pourrait pas effectivement s'associer avec quelqu'un et faire en sorte que ce quelqu'un le fournisse, mais c'est pas nous qui le fournissons? Et ben, c'est intéressant. Mais je suis d'accord sur la notion de données. La donnée, elle est quand même compliquée à exploiter. Donc ça, on a vraiment besoin d'un accompagnement. Donc si on arrive à faire quelque chose de très simple, et nous, c'était ça en fait qu'on avait vu au début. Au début, on vendait que de la donnée. Et en fait, même nos clients qui étaient spécialisés dans la data, ils ne savaient pas vraiment comment l'utiliser. C'est pour ça qu'on a commencé à développer des outils qui ont permis d'exploiter cette donnée. Mais nous, en fait, on la connaît par cœur. On sait comment la travailler, où la mettre dans le parcours. Et à la fin, ça fait quelque chose, une solution qui fonctionne. Mais si vous donnez juste la donnée au client, franchement, je pense que ça va être compliqué d'utiliser.